Ils ressemblaient à des marionnettes végétales, des pantins grotesques animés par une volonté étrangère. Je conduisais de Tucson à Denver en pleine nuit. J'étais fatigué et j'ai décidé de m'arrêter pour dormir dans un sac de couchage, loin de la petite route à 2 voies où je roulais. C'était l'autoroute 666 à l'époque, elle a depuis été renommée parce que tout le monde volait les panneaux. Bref, je quitte la route principale pour prendre un chemin de terre, puis encore un peu plus loin. Je cache un peu mon camion derrière de la végétation et je déroule mon sac de couchage et mon matelas dans le noir complet, sous le ciel immense et étoilé du Nouveau-Mexique. Pas une âme autour, aucune lumière, rien du tout. On pouvait voir à des kilomètres. J'étais complètement seul dans un vide total, et je commençais à me détendre, mes yeux se fermaient. Puis je l'ai entendu. Ça paraît absurde à dire, mais c'était la même musique indienne qu'on entend dans les vieux westerns en noir et blanc, des voix et un tambour. J'ai littéralement cru que je rêvais, et au début j'étais terrifié parce que ce son sorti de nulle part m'a glacé le sang. Je me suis un peu détendu et j'ai essayé de réfléchir logiquement à ce que j'entendais, sans aucune origine visible. J'ai pensé, d'accord, peut-être que je suis sur une réserve, que ça vient de derrière une colline que je n'ai pas vue. Je me suis levé, j'ai regardé autour de moi. Rien. Le son montait et descendait en volume, sans sembler venir d'une direction précise. Je n'avais aucune idée. J'ai cherché des indices mais je n'ai rien trouvé. Je me suis finalement recouché dans mon sac, parce que je conduisais depuis des heures, et ils ont chanté toute la nuit. La logique me dit que ça devait être un groupe de personnes que je n'avais pas vues. Mais je n'ai pas entendu d'autres bruits, pas de conversation, pas de déplacement, juste ce tambour indien et ses chants. Ce qui m'avait d'abord terrorisé est devenu apaisant, et j'ai fini par dormir merveilleusement bien. J'ai appris plus tard que ce tronçon de route avait une très mauvaise réputation, que beaucoup d'accidents et d'événements tragiques s'y produisaient, ce qui expliquait bien son surnom de 666. Il m'est arrivé quelque chose d'assez troublant quand j'étais étudiant forestier cet été. La forêt où je travaillais se trouvait à une vingtaine de kilomètres de la petite ville la plus proche, une bourgade d'Axangrave-Pen 1200 habitants. Chaque matin, nous partions vers 7 heures pour rejoindre notre zone de travail, ce qui nous amenait en plein cœur de la forêt vers 7h30. Ce jour-là, nous avions déjà parcouru une douzaine de kilomètres sur la piste forestière quand, en tournant lentement à un virage, nous avons aperçu une forme étrange au bord du chemin. Au début, j'ai cru que c'était un buisson difforme ou peut-être une sorte de sculpture en bois posée là par un promeneur, mais en m'approchant je me suis rendu compte que c'était en réalité une personne. Elle était assise sur une souche taillée comme un siège, parfaitement immobile, comme si elle attendait quelque chose. Ce qui m'a immédiatement mis mal à l'aise, c'est sa tenue. Il faisait chaud, le soleil commençait déjà à réchauffer la forêt, et pourtant cet individu portait une grosse parka fermée jusqu'au cou, avec en dessous une cagoule noire qui lui recouvrait entièrement le visage. Nous avons ralenti presque jusqu'à l'arrêt en passant devant lui. La scène paraissait irréelle, comme figée dans le temps. Alors que nous le dépassions, il a levé la main très lentement pour nous adresser un signe, un geste sans énergie, comme mécanique. Personne dans la voiture n'a rien dit, mais j'ai senti un frisson me parcourir, et le silence s'est installé pendant de longues minutes après. Nous ne l'avons jamais revu par la suite, ni ce jour-là ni les autres. Pourtant, à partir de ce moment, chaque fois que je devais m'aventurer seul dans la forêt pour effectuer des relevés ou des observations, je gardais cette image en tête. Le souvenir de cette silhouette immobile, recouverte d'un manteau d'hiver au milieu de l'été, me revenait sans prévenir et donnait à chaque excursion une atmosphère plus lourde, comme si la forêt elle-même cachait des présences qu'on ne devait pas croiser. Mon père était un chasseur passionné dans sa vingtaine, avant la vie de famille et tout le reste. Il avait chassé un peu partout dans l'état où nous vivons et il n'était pas du genre à se laisser effrayer facilement. À cette époque, il travaillait dans une ferme située à seulement quelques kilomètres de l'endroit où nous habitons aujourd'hui. Le fermier connaissait mes grands-parents et avait confiance en mon père. Ce fermier possédait énormément de terre, dont une bonne partie recouverte de bois.
Il avait dit à mon père qu'il pouvait y chasser quand il le voulait. Mon père n'avait pas perdu de temps pour en profiter. Quelques semaines plus tard, il partit donc à la chasse, mais quelque chose n'allait pas. Il nous a raconté qu'en entrant dans les bois, il n'y avait aucun bruit. Pas d'insectes, pas de grenouilles dans les arbres. Cela l'avait mis mal à l'aise, mais il avait préféré se dire que c'était simplement une journée étrange. Ce jour-là, il ne vit aucun cerf et finit par repartir au bout de quelques heures. Il retourna une seconde fois dans ces bois quelques semaines plus tard, car il avait enfin un jour de congé à la ferme. Cette fois, ce fut encore plus étrange. Il avait parcouru une centaine de mètres dans la forêt quand il réalisa que, comme auparavant, aucun bruit ne s'élevait autour de lui. Mais il dit que cette fois, il avait eu la sensation d'être traqué. Il resta dans les bois environ 15 à 20 minutes avant de repartir rapidement. Mon père n'y est jamais retourné. Il nous a toujours dit que, dans toute sa vie jusqu'à aujourd'hui, il n'avait plus jamais ressenti cette sensation-là. Le fermier voulait lui léguer sa ferme, mais il refusa à cause de l'angoisse que ces bois lui inspiraient. Cela se passait dans les années 70, et aujourd'hui encore, la réputation de cette forêt est sombre. On parle de hantises, d'apparitions de Bigfoot et même de cris qui résonnent la nuit. Il existe un site internet dédié aux lieux historiques et oubliés de notre État qui recense les légendes et endroits hantés par comté, et ces bois y figurent bel et bien comme une zone réputée hantée. J'ai vécu dans les Smoky Mountains presque toute ma vie, et peu importe l'endroit où j'ai posé mes affaires, j'ai toujours été entouré de forêts à perte de vue. Une nuit, il devait être 1h du matin, j'étais assis sur mon porche avec une bière à la main. Si tu n'as jamais vécu ici, il faut savoir qu'en été la nature n'est jamais silencieuse. Les cigales bourdonnent sans relâche, les grenouilles chantent, et tous ces sons se mélangent en une sorte de grand bruit de fond continu. C'est tellement présent que, pour moi, ce vacarme est devenu comme un bruit blanc apaisant. Ce soir-là, alors que je buvais tranquillement, j'ai remarqué que quelque chose clochait. Toute la forêt s'était tue d'un seul coup. Plus un son, pas un bourdonnement, pas un cri de grenouille. Ce genre de silence n'arrive jamais ici, et quand on vit au milieu de ces montagnes, on le remarque immédiatement, presque instinctivement. Mon cœur a commencé à battre un peu plus vite et j'ai tendu l'oreille. C'est alors que j'ai entendu un cri. Pas un cri ordinaire, pas le rugissement d'un animal que je connaissais. Non, c'était un hurlement strident, glacé, qui m'a figé sur place. Il venait de la lisière des bois, à 30 ou 40 mètres à peine. Le son n'avait rien d'humain, et pourtant il ressemblait à une douleur ou à une terreur pure, quelque chose qui se tordait dans l'ombre. J'ai déjà entendu des cougars et des lynx, même s'ils sont très rares par ici, et je peux jurer que ce n'était pas ça. J'ai senti un frisson parcourir toute ma colonne vertébrale. J'ai posé ma bière, je me suis levé d'un coup, et j'ai seulement lâché un « non, ça suffit » à voix haute. Puis j'ai tourné les talons et je suis rentré directement chez moi, sans un regard derrière. Le silence dehors s'était transformé en menace, et je ne voulais pas rester une seconde de plus à la merci de ce qui se cachait dans les arbres. C'était la première et la dernière fois qu'une chose pareille est arrivée. Pourtant, je vis toujours dans la même maison, je m'assois encore sur ce même porche, et je bois toujours la même bière. Cela s'est passé en 2002, au Brésil. Mes amis et moi étions partis camper dans une forêt de la Mantiqueira, semblable aux Appalaches. Nous étions 7 et chacun avait emporté une arme, pistolet, fusil et machette, mais pas de fusil d'assaut, au cas où nous aurions besoin de nous défendre contre des bandits ou autres. Nous prévoyions de rester 4 jours dans les bois. Notre campement se trouvait à environ 1h30 de la route principale. Nous avons monté nos tentes dans l'après-midi et, une fois la nuit tombée, nous avons allumé un feu, bu, mangé, ri et profité du moment. Vers 1h du matin, il s'est mis à pleuvoir et la pluie a éteint notre feu. Nous avons alors allumé nos lampes électriques, qui étaient de mauvaise qualité, et c'est là que ça a commencé. D'abord, le bétail d'une ferme voisine s'est mis à faire un vacarme terrible. Les oiseaux se sont réveillés et ont commencé à crier comme des fous. Cela a duré environ 1 heure, puis tout s'est arrêté d'un coup.
Un silence total et mortel s'est abattu sur la forêt. Tous les animaux avaient cessé de faire du bruit. À ce moment-là, nous étions terrifiés. Nos armes chargées, nous avons formé un cercle. Nous étions tous militaires, et l'un de nous faisait partie du BOP, une unité spéciale de la police, des hommes réputés increvables. Puis nous avons entendu des mouvements tout près de nous. Quelque chose nous observait à courte distance. Impossible de dire où exactement, à cause du bruit de la pluie. Pour aggraver la situation, l'une de nos lampes s'est éteinte. Quel cliché, ai-je pensé, mais nous étions désormais plongés dans l'obscurité, encerclés par quelque chose, dans un silence total. C'est alors que nous avons entendu le cri. Je n'arrive même pas à le décrire. C'était un son aigu, perçant, qui a duré près d'une minute. Un éclair est tombé dans la forêt et, pendant une fraction de seconde, je l'ai vu. C'était une chose très grande, maigre, avec des traits humanoïdes mais qui n'avait rien d'humain. De très longs bras et des yeux noirs. Nous avons alors rassemblé nos affaires aussi vite que possible et nous avons couru jusqu'à la voiture pour partir. Je n'ai pas dormi pendant plusieurs nuits après cet incident. J'ai quelques bons amis qui sont pompiers, et dans l'État de Washington, les étés sont toujours intenses pour eux. Cette année-là, une équipe d'une dizaine d'hommes avait été envoyée au cœur des cascades, à des dizaines de kilomètres de toute civilisation. Ils étaient littéralement perdus dans le milieu de nulle part, occupés à tracer des lignes de feu, un travail éreintant mais indispensable pour contenir les incendies. Alors qu'ils progressaient dans la forêt, ils débouchent sur une clairière. Là, au milieu de nulle part, se trouvaient 2 hélicoptères Black Hawk posés au sol. Autour des appareils, environ 7 militaires lourdement armés, en équipement complet. À peine la présence des pompiers fut-elle remarquée que les soldats levèrent leurs fusils d'assaut et les pointèrent directement sur eux. Mes amis ont figé leurs pas, incapables de comprendre la situation. L'un d'eux a tenté de garder son calme et a expliqué qu'ils étaient une équipe de lutte contre le feu, qu'ils avaient reçu des ordres officiels et que leur mission était planifiée pour cette zone. Les militaires, impassibles, leur ont ordonné de faire demi-tour immédiatement et d'oublier ce qu'ils venaient de voir. Un des pompiers, croyant à un malentendu, a insisté en disant que leur présence faisait partie d'un travail gouvernemental, que c'était leur devoir d'être là. Mais le soldat en face de lui, l'arme toujours braquée, lui a répondu d'une voix glaciale que pour aujourd'hui leur mission s'arrêtait là et qu'ils devaient quitter les lieux sur le champ. Le ton ne laissait aucune place à la discussion. L'équipe a obéi, encore sous le choc, et a rebroussé chemin sans oser poser d'autres questions. Ils n'ont jamais su ce qui se passait réellement dans cette clairière ni pourquoi l'armée se trouvait aussi profondément dans les montagnes, loin de toute route et de toute base connue. Nous avons grandi sur la réserve Navajo. Un matin très tôt, alors qu'il faisait encore presque complètement noir, ma mère et moi donnions à manger aux chevaux avant que j'aille à l'école. C'est alors que nous avons entendu un bourdonnement grave et sourd. Les chevaux ont commencé à montrer des signes de nervosité, y compris les nôtres. Ils transpiraient, marchaient de long en large, leurs naseaux étaient dilatés et leurs yeux laissaient voir le blanc. Nous leur avons donné à manger puis sommes sortis de l'abri étable pour essayer de comprendre ce qui se passait. Après avoir scruté l'horizon du mieux que nous pouvions, nous avons levé les yeux et vu une sorte de triangle noir qui flottait juste au-dessus de nous. C'était presque totalement silencieux. Il était parfaitement au-dessus de nous, si bien qu'on ne pouvait le voir qu'en regardant droit vers le ciel, et il semblait si proche que j'avais l'impression que je pouvais le toucher. Il était vraiment grand, comme un long triangle, lisse et noir. En y repensant, c'était en réalité assez impressionnant et beau. Ma mère m'a saisi et nous avons couru nous réfugier dans l'abri. À cette époque, les téléphones portables n'étaient pas encore répandus, alors elle m'a serré contre elle et m'a dit de ne pas faire de bruit. Nous avons attendu ce qui nous a paru être une éternité, mais qui n'a probablement duré que 2 ou 3 minutes. Les chevaux n'ont même pas mangé, ils ne faisaient que marcher de long en large dans la cabane. Finalement, ils ont commencé à se calmer et à manger, et ma mère est sortie. L'objet avait disparu. Nous avons eu l'impression d'avoir la grippe tout le reste de la journée et je suis resté à la maison.
nous n'en avons jamais parlé à mon père. Je pense que c'était une sorte d'appareil militaire, car autour de la réserve il existe des installations militaires discrètes et secrètes, mais au fond, personne ne le sait vraiment. J'ai vécu presque toute ma vie dans les hautes terres désertiques, à plus de 1800 mètres d'altitude. Ce jour-là, j'étais parti monter mon cheval seul, au beau milieu des Badlands. Là-bas, il n'y a ni arbre ni véritable végétation, seulement des étendues nues et rocailleuses où le son voyage loin et où il n'existe aucun endroit pour se cacher longtemps. Le silence est immense, mais il porte avec lui chaque souffle du vent. Tout allait bien jusqu'au moment où mon cheval a dressé brusquement les oreilles. Son attitude a changé en une fraction de seconde, et en même temps j'ai senti ma peau se couvrir de frissons, comme si quelqu'un nous observait. Mon vieux hongre, d'ordinaire si calme, s'est mis à trembler, à piaffer et à s'agiter comme s'il sentait un danger invisible. Puis, sans prévenir, une sensation étrange m'a envahi. J'ai eu la tête qui tournait, mes forces m'ont quitté, et mon cheval a manqué de tomber sous moi. Avant même de comprendre ce qui m'arrivait, j'ai perdu connaissance. Quand j'ai rouvert les yeux, il s'était écoulé près d'une heure. Je me suis retrouvé à plusieurs kilomètres de l'endroit où tout avait commencé, toujours en selle, comme si mon cheval avait continué à avancer malgré son état. Il était trempé de sueur, ses flancs frémissaient, et tout son corps vibrait encore d'une panique difficile à apaiser. J'ai cherché une explication rationnelle. J'avais suffisamment d'eau et de nourriture avec moi, la température était douce, autour de 20 degrés, et une brise constante rendait la chaleur supportable. Je n'ai jamais eu le moindre malaise de ce genre avant ni depuis, et ce cheval était le plus fiable et le plus tranquille que j'ai jamais possédé. Il y a quelques années, quand j'avais environ 14 ans et que mon frère en avait 9, mon père, mon petit frère et moi sommes partis chasser le cerf dans l'après-midi, juste avant le coucher du soleil. Alors que nous marchions dans les bois, avant même de commencer, mon petit frère tira sur mon bras et me demanda si j'avais vu ça. Je lui répondis que c'était sûrement son imagination et il lâcha mon bras. Quelques minutes plus tard, je n'entendis plus ses pas derrière nous et, en me retournant, je constatai qu'il avait disparu. J'en informai aussitôt mon père et nous nous mîmes à le chercher pendant au moins une demi-heure, jusqu'à ce qu'il réapparaisse soudainement devant nous. Il était couvert de boue, comme s'il était tombé quelque part. Je lui demandai avec inquiétude où il était allé, mais il me regarda simplement en me disant qu'il ne s'en souvenait pas et qu'il pensait ne jamais avoir quitté notre côté. Ensuite, il se comporta normalement, comme si rien ne s'était passé. Je ne sais pas si cela semble effrayant pour d'autres, mais toute ma famille, moi y compris, en a été profondément secouée. Eddie, pour répondre à certaines de vos questions. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé s'il avait pu me dire ou me montrer où il avait été, et la réponse est non. Comme je l'ai déjà dit, même si je ne l'avais pas précisé clairement au départ, il m'a affirmé qu'il ne se souvenait de rien. Ni de ce qui s'était passé, ni de la raison pour laquelle il était couvert de boue, ni de celle pour laquelle il s'était éloigné, ni même du fait qu'il s'était éloigné. La seule chose dont il se rappelait, c'était avoir fait quelques pas à l'écart après avoir aperçu une biche derrière lui, et c'est tout. Il m'a dit qu'il n'avait sincèrement aucun souvenir de s'être éloigné et qu'il avait eu l'impression qu'aucun temps ne s'était écoulé. On m'a aussi demandé à quel point il y avait de la boue. Je me souviens très bien que nous avions eu plusieurs alertes aux inondations et de fortes pluies auparavant, mais ce n'était pas de la boue jusqu'aux genoux. C'était en plein automne et je me rappelle avoir été agacé par la boue et les feuilles qui collaient à mes bottes. Quand nous l'avons retrouvé, il n'était pas complètement recouvert de boue, mais ses genoux et les paumes de ses mains en étaient couverts, avec quelques taches ici et là sur ses vêtements. Une autre question était de savoir si je lui avais demandé ce qu'il avait vu au départ. Après coup, il m'a dit avoir aperçu une silhouette élancée debout près d'un arbre, ce dont, pour être tout à fait honnête, je doute. Enfant, j'avais moi aussi une imagination débordante et j'étais très paranoïaque, un trait que je crois avoir hérité de ma mère et qui s'était transmis à nous deux. Enfin, quelqu'un m'a demandé comment je l'avais retrouvé. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de le formuler, mais bref, nous marchions tous les trois vers le nord et plus tard, quand je l'ai revu, il est sorti des bois en trottinant, venant de l'ouest, en évitant les arbres. Avant d'arriver jusqu'à moi, il n'avait presque pas parlé,
jusqu'à ce que je cours vers lui et que je le serre dans mes bras en lui demandant s'il allait bien. J'espère que cela répond à la plupart de vos questions. Ce n'est pas une expérience qui m'est arrivée directement, mais c'est une histoire qu'un ami m'a racontée. Un jour, il était parti randonner avec un camarade sur un sentier pas très loin de notre ville, dans le nord de l'État de Washington. Là-bas, la forêt est dense, les arbres sont immenses, et les sentiers serpentent parfois sur des kilomètres à travers un paysage qui paraît sans fin. Quand ils sont arrivés au point de départ du sentier, il n'y avait qu'une seule autre voiture garée. Mon ami se souvient très bien d'avoir remarqué une personne à l'intérieur. Ce qui l'a marqué, c'est le visage de cet individu. Un visage d'une pâleur étrange, figé, sans expression, presque trop blanc pour paraître normal. L'homme les fixait droit dans les yeux, sans jamais détourner le regard, sans feindre d'être occupé ou de regarder ailleurs. C'était comme si toute son attention était dirigée vers eux, comme s'il attendait quelque chose. Le malaise est vite monté. Mon ami a échangé un regard avec son camarade et ils ont décidé de faire demi-tour, abandonnant complètement leur idée de randonnée. Ce qui rend l'histoire encore plus glaçante, c'est que dans les jours qui ont suivi, 1 ou 2 semaines à peine après cette rencontre, plusieurs randonneurs ainsi qu'un garde forestier ont été retrouvés morts dans cette même zone. On raconte que la police a fini par arrêter un suspect, mais mon ami ne se souvient pas si son visage a été diffusé dans les journaux. Je suis pompier forestier aux États-Unis. J'ai combattu des incendies partout dans le Nord-Ouest, les Rocheuses de l'Est et les forêts du Midwest, et rien ne m'a jamais vraiment troublé, sauf une fois, dans les montagnes du nord-est du Wyoming, sur des terres du BLM à l'est de Yellowstone. Nous étions en train d'explorer une vallée récemment brûlée. L'atmosphère était étrange, presque irréelle. La fumée peut souvent donner ce genre d'impression, mais là, les couleurs étaient incroyablement vives. Beaucoup d'arbres et de buissons n'avaient même pas été touchés par les flammes, ce qui est rare mais pas impossible. Dès les premiers pas dans le fond de la vallée, j'ai eu l'impression de connaître chaque détail comme si j'y avais vécu toute ma vie. C'était une sorte de déjà-vu, mais d'une clarté absolue, qui a duré près de 20 minutes et une centaine de mètres de marche. C'était un endroit où je n'avais pourtant jamais mis les pieds. Et pourtant, chaque sentier m'était familier, comme un frère. Je savais que tel arbre avait une cicatrice de l'autre côté, à une vingtaine de mètres. Je savais que telle pierre serait chaude, presque brûlante au toucher, alors qu'elle n'était qu'à quelques centimètres d'un ruisseau glacé. Avant même de tourner un angle, je savais qu'il y aurait une corniche rocheuse protégeant un petit bassin, entouré d'un carré d'herbe d'un vert éclatant, grand comme une pièce, avec de jeunes arbres intacts. De l'herbe verte, au Wyoming, en plein mois d'août. J'y suis resté un moment qui m'a semblé durer 1 heure. Pendant tout ce temps, mes poils se dressaient puis retombaient, comme lorsqu'on écoute une chanson qui nous bouleverse. Je ressentais une symphonie d'émotions, nostalgie, joie, plénitude. Chaque détail était parfait. Absolument parfait. Pour les fans de Star Trek, c'était exactement comme ce que Guinan décrit du Nexus dans Star Trek 7, Génération. Comme si on était à l'intérieur de la joie. Jamais, de toute ma vie, je n'avais ressenti une telle paix. Après avoir fini de reconnaître la vallée, je suis retourné vers mon équipe et nous avons repris notre travail. Je n'en ai parlé à personne, incapable d'expliquer ce que j'avais vécu. Cela m'a hanté pendant des jours. Je n'arrivais pas à rationaliser cette expérience et j'ai passé plusieurs nuits sans sommeil à y repenser. Même en travaillant, en mangeant, en racontant des histoires avec mes collègues, cela restait au fond de mon esprit. Aujourd'hui encore, 4 ans et des dizaines d'incendies plus tard, je n'ai jamais revécu une telle expérience. C'est probablement le seul endroit au monde où j'aimerais revenir, rien que pour retoucher, ne serait-ce qu'un instant, ce monde parfait. Je faisais une randonnée avec mes cousins au Guatemala quand nous sommes tombés sur une immense étendue de forêt calcinée. Le sol était noirci, les troncs réduits à des silhouettes sombres, et l'air portait encore une odeur âcre de fumée qui semblait s'accrocher aux vêtements. Intrigués, nous avons décidé de traverser ce paysage désolé,
un peu comme si nous marchions sur une cicatrice laissée par un incendie qui avait tout avalé. Au début, il n'y avait rien de particulier, seulement des cendres et du silence. Mais en avançant plus loin, nous avons découvert quelque chose qui nous a figés sur place, une voiture entièrement brûlée, abandonnée au milieu de ce champ dévasté. La carcasse rouillée se dressait là comme une énigme, noire et tordue par la chaleur, au beau milieu d'un endroit où rien ne laissait penser qu'un véhicule aurait pu passer. Ce qui rendait la scène encore plus étrange, c'était l'isolement du lieu. Nous étions à plusieurs heures de marche du premier chemin praticable, dans une zone où il aurait été pratiquement impossible de faire circuler une voiture. Aucun sentier, aucun passage assez large, rien qui puisse expliquer comment ce véhicule avait pu arriver jusque-là. Nous avons tourné autour, cherchant un indice, une trace, quelque chose qui nous donnerait une explication. Mais il n'y avait rien d'autre que le métal brûlé et le silence pesant de la forêt morte. Après un moment, une sensation de malaise nous a gagnés. Ce champ de cendres, cette carcasse abandonnée, tout cela semblait déplacé, presque comme si nous avions mis les pieds dans une histoire que nous n'étions pas censés découvrir. Quand j'étais enfant, j'habitais près d'une grande zone de conservation dans le sud du New Hampshire. Mon ami, qui venait de la ville voisine, et moi aimions y aller pendant la saison de chasse, parce qu'il y était interdit de chasser, contrairement aux forêts où nous traînions d'habitude. L'endroit était traversé par une rivière, avec plein de petites îles et de bancs de sable qui n'apparaissaient qu'à certaines périodes de l'année, grâce à la fonte des neiges. Un jour, nous avons traversé la rivière et atteint une sorte de péninsule, pas très loin du sentier, peut-être à 400 mètres, mais séparée par l'eau. La plupart de l'année, il aurait fallu nager pour y accéder. Nous explorions les lieux, escaladions le talus, quand nous avons aperçu, en même temps, un campement. Il était installé en plein milieu de la péninsule, suffisamment dissimulé pour qu'on ne puisse pas le voir en bateau. Ça ressemblait à un campement de sans-abri, un peu de déchets, un caddie abandonné, une bâche en guise de tente avec une pile de couvertures sales. Mais ce qui frappait, c'étaient les os. Ils étaient accrochés à des branches avec des ficelles, dispersés autour d'un foyer, jonchant le sol. Je pense qu'il s'agissait d'os de cerf ou d'autres animaux, mais je ne pouvais pas en être sûr, parce qu'aussitôt que nous avons vu ça, mon ami, qui avait plus de jugeote que moi, a refusé d'avancer plus près et a pris ses jambes à son cou. Je l'ai suivi sans discuter. Nous n'avons vu personne. Pas de bateau, pas de silhouette, rien. Juste ce camp lugubre et ses os. Ce qui rend l'histoire encore plus inquiétante, c'est que la surveillance dans cette réserve était extrêmement stricte. On pouvait avoir de gros ennuis rien qu'en étant soupçonné de pêcher ou de chasser sans autorisation. Pourtant, ce camp était là, caché à la vue de tous. Plus tard, nous avons réalisé que depuis le talus que nous avions gravi, on pouvait observer les sentiers très fréquentés sans être vus, et avoir une vue dégagée sur la rivière. Autrement dit, celui qui vivait là pouvait épier les promeneurs en toute tranquillité. Mon ami et moi en sommes persuadés, la personne devait être là, tapie quelque part, en train de nous regarder. Je préfère ne pas imaginer ce qui aurait pu se passer si nous avions eu la mauvaise idée de nous approcher davantage. Il y a une vingtaine d'années, je venais de terminer mes études et je traversais une période assez morose, car je n'arrivais pas à trouver de travail. Un ancien colocataire et ami proche m'avait proposé de partir en randonnée avec lui pour nous changer les idées, et nous avions décidé de faire une nuit de bivouac près du parc d'État de Burr Oak, dans le sud-est de l'Ohio. Tout s'était bien passé jusqu'à environ 2 heures du matin. Nous dormions profondément dans la tente quand un vacarme soudain nous a réveillés. Le bruit était si net que nous avons immédiatement cru qu'un groupe entier de cavaliers traversait le campement. On distinguait clairement le martèlement des sabots sur le sol, le cliquetis des harnais, et même le grondement sourd du sol qui vibrait sous l'impact des chevaux. Des voix basses accompagnaient le tout, des conversations étouffées d'hommes qui semblaient passer juste à côté de nous. Allongés dans nos sacs de couchage, nous n'osions pas bouger. Le vacarme se poursuivait, régulier, comme si une colonne entière de cavaliers traversait la nuit. La sensation était si forte que nous craignions réellement qu'ils ne piétinent la tente en nous passant dessus. Finalement, après plusieurs minutes,
nous avons pris notre courage à deux mains et ouvert la fermeture éclair. À l'instant même où la toile s'est entr'ouverte, le silence est tombé. Plus un bruit, plus aucune vibration. La clairière était vide et paisible comme si rien ne s'était jamais produit. Le lendemain matin, nous avons exploré les alentours pour chercher une explication rationnelle. Si une troupe de chevaux avait traversé le terrain, il aurait dû rester des empreintes, des traces de passage, n'importe quel signe. Mais le sol était intact, pas une seule marque de sabot. Rien ne prouvait ce que nous avions entendu, alors que le souvenir du vacarme résonnait encore dans nos têtes. Nous avons ensuite appris que le sentier où nous avions planté la tente avait autrefois servi de passage aux troupes de John Morgan, un célèbre chef des raiders confédérés pendant la guerre de Sécession. L'histoire locale raconte que ces hommes avaient emprunté ces chemins dans leur campagne. Était-ce une coïncidence, ou bien avions-nous perçu un écho du passé, une sorte de trace fantôme qui continue à hanter ces collines? Je faisais une randonnée sur une portion du North Country Trail, au nord de Grand Rapids, dans le Michigan. Nous avions marché environ 40 km en une seule journée, et à la fin, j'étais épuisé. Je n'avais pas fait de randonnée depuis presque un an, donc aller aussi loin avait été une erreur. J'étais en train de tomber malade, incapable de me réchauffer malgré toutes les couches de vêtements que j'ajoutais. J'ai à peine mangé avant d'aller dormir. Au petit matin, j'ai été réveillé par des palans qui tournaient autour du camp. C'étaient des pas lourds, pesants, et j'ai tout de suite compris que c'était un ours. Je n'ai pas osé bouger. J'ai simplement essayé de ralentir ma respiration pour rester aussi silencieux que possible. Les bruits ont duré une vingtaine de minutes avant de s'éloigner. Je me suis rendormi peu après. À mon réveil, les buissons autour du camp étaient visiblement dérangés. Une amie qui campait avec nous m'a dit qu'elle aussi s'était réveillée pendant la nuit et avait entendu les bruits, mais comme elle débutait en randonnée, elle n'avait pas compris de quoi il s'agissait. Elle a été un peu secouée quand je lui ai expliqué. Autant dire qu'on a plié bagages et quitté l'endroit dès que possible. Mon partenaire et moi faisions une sortie en tout-terrain dans la forêt nationale de Cibola. La piste serpentait à travers les arbres et, à certains virages, la végétation s'ouvrait brusquement, laissant apparaître des falaises et des points de vue spectaculaires. C'est dans l'un de ces passages dégagés que nous avons aperçu quelque chose d'étrange dans l'air. Je ne peux même pas dire que c'était vraiment dans le ciel, car l'objet paraissait trop proche. On distinguait clairement la montagne derrière lui, comme s'il flottait entre nous et le paysage. Sa forme était inhabituelle, une partie arrière plus large qui se rétrécissait vers l'avant, se terminant par une pointe légèrement recourbée vers le bas. Ce qui nous a le plus frappé, c'était la façon dont il s'est allumé. Comme une sorte de barre de chargement, la lumière s'est propagée de l'arrière vers l'avant, un blanc éclatant, avant que tout ne disparaisse d'un coup, comme s'il n'avait jamais été là. Nous nous sommes regardés, pétrifiés, incapables de prononcer un mot. Pendant une bonne minute, le silence dans la voiture était total. Le plus angoissant, c'est que la route était trop étroite pour faire demi-tour. Nous étions obligés d'avancer, sachant que d'autres ouvertures allaient apparaître entre les arbres, et que nous pourrions revoir ce phénomène à tout instant. Chaque clairière suivante était une épreuve, nos yeux scrutant le ciel et l'horizon, redoutant de revoir la même forme lumineuse suspendue dans l'air. Finalement, nous avons traversé la zone sans autre incident. Pas de perte de temps, pas de sensations étranges dans nos corps, rien d'autre que ce moment hors du commun. Mais il nous a fallu plusieurs mois avant d'oser revenir dans cette forêt. Depuis, nous avons refait le trajet à plusieurs reprises, et nous n'avons jamais revu quoi que ce soit de semblable. Pourtant, l'image de cette lumière blanche se formant comme une lueur artificielle reste gravée dans nos esprits, une énigme sans réponse qui continue de nous hanter chaque fois que nous roulons sur cette piste. J'étais parti chasser avec mon grand frère et son meilleur ami il y a quelques années, en 2016 si je me souviens bien. Nous avions déjà parcouru au moins 5 km le long d'un sentier. D'un côté, il y avait une pente assez raide qui descendait vers une rivière, et de l'autre, une montée menant à une immense forêt de pins.
Il devait être 1h du matin et nous parlions tranquillement quand un bruit horrible a déchiré le silence. Nous nous sommes figés, échangeant seulement un regard qui disait tout. C'était quoi, ça? Nous savions que le son venait de la forêt de pins. Là où nous vivons, il n'y a pourtant pas de grands prédateurs ni de quoi craindre réellement. Alors nous avons épaulé nos fusils et décidé de monter voir ce qui avait produit ce bruit. J'aurais préféré qu'on ne le fasse pas. Nous avons atteint une clairière où les arbres s'éclaircissaient. Mon frère a allumé son projecteur, un modèle très puissant avec une excellente portée. Plus haut sur la colline, à la lisière d'une autre rangée d'arbres, se tenait une silhouette étrange. Elle avait vaguement la forme d'un loup, mais quelque chose n'allait pas. Elle se déplaçait d'un côté à l'autre, fixant notre direction. L'ami de mon frère et moi avions nos fusils braqués sur elle, essayant de distinguer ce que c'était. Nous ne pouvions pas exclure la possibilité qu'il s'agisse du chien d'un autre chasseur, perdu. Alors, contre mon instinct, nous avons continué à avancer. Plus nous nous approchions, plus il était évident que cette créature nous observait avec une attention inquiétante. Et plus nous nous rendions compte que ce n'était pas du tout un chien. Elle était énorme, sa démarche et son attitude dégageaient quelque chose de profondément dérangeant. Nous avons décidé de reculer, 2 fusils pointés sur elle et le 3e surveillant l'arrière, et nous sommes redescendus lentement. Nous ne sommes jamais retournés là-bas depuis. Nous n'en parlons quasiment jamais, car nous ne savons toujours pas ce que nous avons vu, et les rares fois où on l'évoque, les gens nous traitent de menteurs. Pourtant, je peux jurer que ce n'était rien de connu, surtout dans une région où il n'y a pas de grands prédateurs. Je suis paysagiste et nous gérons de gros terrains en pleine forêt. Un jour, je me suis éloigné d'une trentaine de mètres du reste de l'équipe pour aller pisser. J'étais là, tranquille, quand j'ai levé les yeux machinalement pour observer autour de moi. C'est alors que je l'ai vu. Un peu plus loin, derrière un arbre, se tenait une silhouette. Quelqu'un, immobile, qui me fixait. La personne portait un sweat à capuche rouge et ne bougeait pas d'1 millimètre. Sur le moment, j'ai pensé que mon cerveau me jouait peut-être un tour, que j'avais confondu un tronc tordu ou une ombre avec un être humain. Mais quand j'ai penché la tête pour mieux distinguer la forme, la silhouette a bougé. Elle s'est reculée, se cachant davantage derrière l'arbre, comme pour confirmer que, oui, il y avait bel et bien quelqu'un là. J'ai crié, « Hé! Qu'est-ce que tu fais ?» La personne a alors détalé à toute vitesse. Et c'est là que j'ai remarqué un détail encore plus étrange, il me semblait qu'elle n'avait pas de pantalon. Peut-être que c'était une illusion, peut-être une couleur de peau qui se fondait avec la lumière, mais j'ai juré que ses jambes n'étaient pas couvertes. Pas de chaussures non plus, rien, juste des pieds nus frappant le sol. J'étais secoué par ce que je venais de voir. Dans ce genre d'endroit, isolé et réservé à des activités commerciales, personne n'est censé rôder, encore moins à cette profondeur dans les bois. J'ai immédiatement appelé mon patron pour lui raconter. Avec toute l'équipe, on a fait une recherche rapide dans les environs, fouillant les arbres et les sentiers autour de la clairière. Mais la personne avait disparu. Pas de traces, pas un bruit. En 1992, mon oncle possédait environ 60 hectares dans une zone reculée de l'est du Tennessee. Sur ces terres, il y avait un grand étang de pêche et un ruisseau. Il avait l'habitude de laisser des lignes à l'eau la nuit pour attraper de gros poissons-chats. L'étang n'était accessible que par 2 petits sentiers de chasse traversant une forêt épaisse. Il devait conduire jusqu'aux entrées de ces sentiers, puis marcher environ 1 kilomètre avec son matériel, uniquement éclairé par une lampe frontale. Pour lui, vétéran du Vietnam et passionné de plein air, c'était une routine. Mais ce soir-là, en juillet 1992, tout a changé. Vers 21h30, il est allé vérifier ses lignes. Alors qu'il s'affairait, il a entendu un gros plouf. Il a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un poisson sautant hors de l'eau. Puis un grognement sourd et guttural a retenti, suivi de bruits qu'il a décrits comme des singes qui se battent venant de l'autre côté de l'étang, à environ 60 mètres. Plusieurs éclaboussures puissantes ont suivi, ainsi qu'un fracas dans les bois, à quelques mètres seulement sur sa gauche. Pris de panique,
il a essayé d'éclairer avec sa lampe, mais tout ce qui produisait ces bruits restait caché derrière les arbres. Les bruits ont redoublé, toujours ces singes qui se battent, de plus en plus proches. Il a lâché son matériel et s'est mis à courir sur le sentier vers son camion. En fuyant, il a entendu, distinctement, des pas qui suivaient les siens sur sa gauche, comme si quelque chose le traquait. Il a atteint son véhicule, démarré à toute vitesse et parcouru les 10 km jusqu'à sa maison, située à l'autre bout de sa propriété. Une fois à l'intérieur, il a verrouillé toutes les portes et fenêtres, pris une arme et veillé toute la nuit. Rien d'autre ne s'est produit. Le lendemain, il a appelé mon père pour lui raconter l'histoire, mais ce dernier a pris cela à la légère. Pourtant, pour mon oncle, l'expérience avait été si terrifiante qu'il a décidé de vendre sa terre quelques mois plus tard. Il n'est jamais retourné apprécier la nature comme avant. Jusqu'à sa mort, en 2017, il est resté convaincu qu'il était tombé sur un groupe de Sasquatch qui avait réagi par des cris territoriaux pour le chasser de là. Ce n'était pas un homme que je considérais comme un menteur. J'ai passé beaucoup de temps dans des endroits assez sauvages et je n'ai jamais vécu quelque chose que je n'ai pas pu expliquer. Cela ne rend pas les situations moins effrayantes pour autant. Quand on réalise que ce qui rôde autour de soi est un cougar, un ours, un orignal ou simplement un humain étrange, on ne se met pas soudainement à souffler de soulagement et à se détendre, on reste tendu parce que la menace est toujours bien réelle. Le moment le plus terrifiant que j'ai connu jusqu'à présent a eu lieu lorsqu'un grizzly a commencé à tourner autour de notre campement, au crépuscule, à une vingtaine de mètres à peine. J'ai rassemblé ma famille et je les ai fait monter dans la voiture aussi vite que possible, mais je savais, au fond, que si l'animal avait décidé d'attaquer, nous n'aurions jamais eu le temps de réagir. C'est une pensée qui me hante, j'ai encore ce sentiment d'avoir échoué en tant que parent, parce que ce n'est que par chance que rien de dramatique ne s'est produit. Je revois encore dans ma mémoire ses yeux verts qui se balançaient dans le faisceau de ma lampe frontale, avançant et reculant comme s'il jouait avec nos nerfs. Quand nous avons démarré, il a brusquement chargé vers le véhicule avant de s'arrêter, ce qui a fait battre mon cœur à un rythme affolant. La peur était si intense que j'ai eu l'impression qu'elle restait collée à moi-même après avoir quitté les lieux. Je viens d'une grande famille campagnarde. Nous vivons dans une ferme, nous élevons nos propres animaux pour la viande, nous chassons et nous faisons nous-mêmes la découpe. Le cousin germain de mon père est même taxidermiste agréé. Autant dire que la chasse fait partie de notre quotidien. Sur le domaine où j'ai grandi, et où je vis toujours, il y avait mes parents, le cousin germain de mon père et sa femme, moi et mes 4 sœurs, plus mes 4 cousines issues de germain. Donc 4 adultes et 9 enfants. Parfois, le frère de mon père venait aussi, surtout à l'ouverture de la chasse. C'était la saison du cerf. Mon père, son frère et le cousin qui vit avec nous, mon oncle V, se préparaient pour partir chasser. 3 d'entre nous, les enfants, avons décidé de les accompagner, moi, 12 ans, ma sœur S, 15 ans, et ma cousine A, 14 ans. Nous sommes allés plus loin que d'habitude dans les bois, nous avons monté le camp, etc. Petit détail important, pendant que nous installions le campement, mon père et mes oncles restaient silencieux, tandis que nous, les enfants, bavardions sans arrêt. Ma voix n'avait pas encore mué, et cela a eu son importance. Alors que nous parlions, les adultes vérifiaient le matériel de survie, nettoyaient les fusils, tout ça. Des types du sud, grands, costauds et silencieux. Soudain, un bruit a retenti dans les broussailles épaisses et 3 types inquiétants sont apparus dans la clairière. Ils se sont arrêtés net. L'un d'eux a posé sa main sur le couteau à sa ceinture. Ils étaient manifestement complètement ivres. Ils regardaient tour à tour A&S, puis mon père et mes oncles, comme s'ils hésitaient à faire quelque chose. Mon père et mes oncles se sont levés. Dernier détail de contexte, tous les hommes de ma famille sont immenses. J'ai 19 ans aujourd'hui et je mesure un m96. Mon père est le plus grand, 2 m08 pour 127 kg, un homme impressionnant, tout comme mes oncles V et K. Devant eux, les 3 types ont ri nerveusement. Puis mon oncle V a ramassé l'un des fusils fraîchement nettoyés et l'a pointé vers eux.
Les hommes ont aussitôt pris leurs jambes à leur cou, comme si le diable lui-même les poursuivait. Mon père a immédiatement ordonné de plier bagages. Personne n'a discuté, ni mes oncles ni nous, les enfants. Nous étions paniqués. Nous avons démonté le camp n'importe comment, mais mon père n'a rien dit sur le fait que nous avions mal rangé son matériel. Une fois de retour en zone avec du réseau, il a appelé la police pour signaler ces types, mais les autorités n'ont pas pris ça au sérieux puisqu'il ne s'était rien passé. C'est là que j'ai compris, seul S et moi parlions. Et avec ma voix encore enfantine, ces hommes ont dû croire qu'ils tombaient sur un campement de 3 adolescentes seules dans les bois. Je n'ose même pas imaginer ce qui se serait passé si mon père et mes oncles n'avaient pas été là. C'était une randonnée et un petit séjour en camping dans les forêts du Maine. Le sentier sur lequel nous marchions croisait une ancienne route forestière envahie par la végétation. J'ai sorti ma carte topographique et j'ai vu que cette route menait à un étang isolé. Nous avons décidé de la suivre et nous avons fini par arriver à un petit dégagement, un coin parfait pour monter le camp. Nous nous sommes couchés peu après le coucher du soleil, il devait être autour de 20h30. Tout semblait paisible. Mais vers 1h30 du matin, je me suis réveillé en sursaut, alerté par des bruits qui venaient de toutes les directions. Ils résonnaient dans la route forestière, à la fois en amont et en aval, se répercutaient de l'autre côté de l'étang et s'élevaient aussi depuis les bois qui nous entouraient. C'étaient des sons graves, profonds, presque des grondements, mêlés à des sortes de houhou, et parfois le ton montait brusquement vers des notes plus aiguës. J'ai passé la plus grande partie de ma vie d'adulte dans les bois, j'ai déjà croisé la plupart des grands mammifères du Nord-Est et pourtant je n'avais jamais entendu quelque chose d'aussi étrange. Ce n'étaient pas des coyotes, pas des orignaux, pas des ours. C'était différent, comme une présence multiple, mouvante, qui tournait autour de nous. Nous sommes restés immobiles, à écouter, sans même oser allumer de lampe de peur d'attirer ce qui se cachait. Le temps paraissait interminable, chaque bruit faisait vibrer l'air et le sol, et pourtant rien ne s'approchait vraiment, comme si cela voulait simplement nous encercler. Finalement, les sons se sont éloignés, se perdant peu à peu dans l'épaisseur de la nuit, et le silence est revenu. Nous n'avons pas fermé l'œil jusqu'à l'aube. J'habite dans le sud de l'Espagne, près d'une forêt très ancienne appelée Los Alcornocal, où poussent certains arbres presque disparus qu'on ne trouve qu'ici et dans 2 ou 3 autres endroits dans le monde. Le terrain est assez rocheux et, si l'on s'aventure à grimper, il faut être très prudent, car sous vos pieds se cachent souvent des grottes ou des cavités dans lesquelles on peut facilement tomber. Mon père et ses amis ont l'habitude de partir en randonnée le jeudi, pour éviter de croiser du monde, à part parfois un berger ou un garde forestier. Ce jour-là, ils décidèrent d'escalader une colline particulièrement haute et rocailleuse. Mon oncle Frank se souvenait que, lorsqu'il était jeune, il s'était perdu en chassant et avait dormi dans une petite grotte. Il voulait la retrouver. Après plusieurs heures de marche, ils ont fini par la localiser. Elle était recouverte de mousse et de saleté, mais c'était bien la même grotte. L'un des amis de mon père, John, en très bonne forme physique, voulut s'enfoncer le plus loin possible pour tout explorer, tandis que les autres attendaient dehors. Soudain, John s'est mis à crier et à appeler mon père. Celui-ci est entré avec sa lampe. À l'intérieur, il a découvert une sorte de sanctuaire étrange. Il y avait des bougies, 2 pommes, des os, des morceaux de charbon et des cendres au sol, une paire de gants, une casserole, une poêle et d'autres objets divers. Tout paraissait très ancien et couvert de poussière, comme si personne n'y avait touché depuis très longtemps. En s'approchant, mon père a remarqué un petit bol. En jetant un œil à l'intérieur, il a vu ce qui ressemblait à des dents humaines. Ils sont ressortis précipitamment, ont rangé leurs affaires et ont quitté les lieux sans attendre. Depuis, mon père refuse de retourner randonner dans ce secteur et préfère passer de l'autre côté de la colline, dans les bois. Tout cela était vraiment étrange. Je n'avais jamais entendu parler d'une chose pareille auparavant. Je n'y connais rien en vaudou ou en rituel de ce genre, mais mon père est convaincu que cela ressemblait à un hôtel de vaudou ou à quelque chose d'approchant.
Je marchais dans les vestiges d'une vieille ville abandonnée, enfouie au fond des bois, un endroit si reculé que pour y accéder il fallait traverser un ruisseau 3 fois en utilisant des troncs d'arbres tombés comme pont de fortune. J'étais déjà à environ 8 km dans la forêt lorsque quelque chose d'inhabituel attira mon regard, une tache bleue juste devant moi. En m'approchant, j'ai distingué un homme assis dans un arbre, il devait avoir au moins 60 ans. Il portait un pyjama en satin bleu qui semblait presque briller dans la lumière filtrant à travers les branches. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'avait pas de chaussures, ses pieds nus pendaient dans le vide, et pourtant il paraissait étrangement soigné, comme s'il venait de sortir de chez lui après une douche. Plus je m'approchais, plus il riait. Ce n'était pas un rire fou ou hystérique, mais il déclenchait malgré tout une alarme sourde dans mon esprit, comme si quelque chose clochait profondément. Je lui ai adressé un signe de tête amical en passant sous lui, cherchant à rester courtois, et son rire s'est prolongé un moment, toujours le même, rythmé et troublant. Puis soudain il s'est interrompu. J'ai fait quelques pas, puis, poussé par un instinct étrange, je me suis retourné. Il n'était plus là. Pas de craquement de branches, pas de bruissement de feuilles, pas de signe qu'il ait sauté ou qu'il se soit déplacé. Il s'était simplement volatilisé. Mes amis et moi étions défoncés dans les bois, au cœur de la Sierra Nevada, dans l'arrière-pays californien. Nous avons décidé de quitter le sentier et de marcher quelques miles pour atteindre une rivière et tirer sur des cibles avec notre carabine 22. Le chemin était jonché d'ossements de cerf et portait des marques de griffes d'ours, ce qui nous mettait déjà un peu mal à l'aise. Finalement, nous avons trouvé un endroit pour installer notre camp. Au loin, à environ un demi-mile en amont de la rivière, j'ai remarqué 2 hommes qui marchaient droit vers nous, dans la direction même où nous étions en train de tirer. J'ai crié à mes amis d'arrêter de faire feu et nous avons regardé ces 2 hommes, la vingtaine ou la trentaine, qui avançaient rapidement le long de la rivière. Soudain, ils ont décidé de sauter dedans. Il faut préciser que la rivière était extrêmement rapide, capable de vous emporter sous l'eau en un instant, et absolument pas adaptée à une baignade. Nous les avons vus être balayés vers l'aval, droit dans notre direction. Un de mes amis, appelons-le Mike, a eu le courage de s'approcher du bord et de tendre une branche pour qu'il puisse s'y accrocher. Les 2 hommes l'ont saisi et Mike les a tirés sur la rive, devenant ainsi le héros du moment. Une fois que tout le monde a repris son souffle, nous leur avons demandé ce qu'ils faisaient là, dans un coin aussi reculé, à 3 ou 4 miles du sentier le plus proche, et pourquoi ils avaient sauté dans une rivière mortelle. Leurs réponses ont été vagues et étranges. « Oh, on s'amusait, les gars », ou encore « on nage librement dans la rivière », tout en nous lançant des regards inquiétants. Immédiatement, tous les poils de ma nuque se sont dressés. Tout mon corps me disait qu'ils nous voulaient du mal. Nous avons annoncé que nous allions retourner vers le sentier et ils ont répondu qu'ils venaient avec nous. Comme nous étions isolés, loin de toute aide, et qu'ils semblaient drogués et dangereux, nous avons accepté à contre-cœur qu'ils nous accompagnent. Ce fut la randonnée la plus silencieuse de ma vie. J'avais la sensation qu'ils essayaient d'évaluer s'ils pouvaient nous attaquer. Nous étions 3 contre 2, et nous avions une 22, mais nous n'étions que de jeunes adultes peu sûrs de nous. C'est difficile à expliquer, mais tout le chemin a été une sorte de confrontation muette, une lutte de positionnement. Ils essayaient de s'approcher du fusil, et nous nous arrangions pour nous placer entre eux et l'arme, d'un geste naturel, tout en marchant sur un sentier couvert de marques d'ours et de crottes. Quand nous avons enfin atteint la voiture, ils ont semblé conclure que nous n'étions pas des cibles intéressantes et se sont éloignés. Je n'ai jamais compris ce que faisaient ces 2 types, à risquer leur vie dans une rivière glaciale et déchaînée, ni pourquoi ils avaient ressenti le besoin de jauger s'ils pouvaient attaquer 3 adolescents au hasard. Mais je suis heureux que rien ne se soit produit ce jour-là. En randonnée hors des sentiers, dans les montagnes du Colorado, je suis tombé sur quelque chose qui ressemblait à un cercle de sorcellerie. Au milieu des arbres, il y avait une formation de pierres disposées en cercle, comme un dallage grossier mais volontaire, et tout autour, des os suspendus aux branches, se balançant doucement dans le vent. Plusieurs bougies consumées gisaient à moitié fondues sur le sol et, sur le tronc d'un arbre voisin, quelqu'un avait coincé ou gravé des images inquiétantes. Ma famille n'a pas voulu me laisser approcher davantage,
ils m'ont tiré en arrière avant que je puisse vraiment examiner ces dessins ou comprendre ce qu'ils représentaient. Je me souviens seulement de cette sensation lourde, comme si l'air lui-même portait un avertissement. Nous avons repris notre marche rapidement et n'avons jamais cherché à revenir sur nos pas. Je n'ai jamais découvert ce que c'était réellement, si c'était une mise en scène laissée par des randonneurs bizarres, une sorte de rituel, ou autre chose de plus sombre. Quand mon père était dans la vingtaine, il séjournait avec ma mère dans une petite cabane au fond des bois, au Colorado. L'endroit était assez isolé. Il y avait une autre cabane à environ 1 mile et un terrain de camping à peut-être 3 miles en contrebas de la vallée. Un après-midi, il pêchait seul dans une rivière proche. Lorsque la lumière a commencé à baisser, il a décidé de rentrer à la cabane pour le dîner. En marchant dans les bois, il a soudain ressenti une étrange impression d'être observé, sans pourtant apercevoir qui que ce soit. Il a continué à avancer, et tout à coup il a entendu une branche craquer derrière lui. Il s'est arrêté, a regardé autour de lui, mais n'a rien vu. Il a repris sa marche, un peu plus vite, et un nouveau craquement s'est fait entendre. Il s'est retourné brusquement, mais encore une fois il n'y avait rien. Cela s'est répété 3 ou 4 fois. À chaque fois qu'il s'arrêtait pour écouter et observer, tout devenait silencieux et rien ne bougeait. Quand il a enfin atteint la cabane, la nuit tombait presque complètement. Il n'a jamais découvert ce qui le suivait, mais après cela, la présence a disparu. Sa meilleure hypothèse était qu'il s'agissait d'un puma qui le traquait. Une expérience vraiment troublante. Derrière ma maison s'étend une forêt dense, et un soir, j'ai entendu mon chien aboyer sans relâche comme s'il avait perdu la tête. J'ai couru dehors pour comprendre ce qui se passait. Près de nos vignes, se tenait une créature à l'allure de loup mais d'une taille démesurée, aussi massive qu'un énorme ours. Quand nos regards se sont croisés, j'ai senti la panique me gagner, parce qu'il ne bougeait pas, il restait immobile à une dizaine de mètres seulement, fixant chacun de mes gestes. J'ai attrapé mon chien et je me suis précipité à l'intérieur pour prévenir mes parents. J'avais une dizaine d'années, peut-être 12, et ils ont balayé mon récit d'un revers de main en disant que j'avais dû imaginer la scène. Pourtant, je sais ce que j'ai vu, je me souviens parfaitement de cette silhouette sombre, de ses yeux qui semblaient peser sur moi, et de la façon dont l'air lui-même s'était figé autour de nous. Depuis cette nuit, chaque fois que je retourne dans ces bois, j'ai cette impression désagréable de ne jamais être seul. Le silence y paraît plus lourd, comme si quelque chose m'observait depuis l'ombre des arbres, attendant que je m'aventure trop loin. Nous avons un camp où nous allons pendant les mois de chasse et environ un week-end sur 2 en dehors de cette période. Pour y accéder, il faut quitter une route principale, prendre un chemin de gravier sur environ 1 mile, puis tourner sur un autre chemin de gravier pendant un peu plus d'un demi-mile. Le camp se trouve entre quelques autres camps et des résidences habitées. C'est un endroit généralement calme. On y croise des coyotes et des lynx roux. Les lynx sont les pires, car leur cri est terrifiant. Cela ressemble à une femme en train d'appeler à l'aide. Il y a aussi déjà eu un puma noir et des chiens sauvages. En 2013, nous étions au camp pour Thanksgiving. Nous avons chassé, pêché, cuisiné, bu, bref, profité de toutes les activités habituelles. Un soir, nous étions assis autour d'un feu, à échanger des histoires amusantes et à écouter le silence de la forêt. Tout à coup, nous avons tous entendu quelqu'un crier « à l'aide ». Au début, nous avons pensé à un lynx. Nous avons écouté à nouveau et le cri s'est répété. C'était la voix d'un homme qui criait « à l'aide » encore et encore. Notre premier réflexe a été de saisir nos fusils. Le second a été de nous diriger vers la voix, mais on ne sait jamais sur quoi on peut tomber dans les bois. Il faisait nuit et froid. Les chasseurs connaissaient très bien la zone. Nous avons appelé la police et expliqué la situation aux agents venus sur place. Ce qui était étrange, c'est que nous n'avons pas entendu une seule fois le cri tant que les policiers étaient avec nous. Pas une seule fois. Ils sont repartis et, presque immédiatement, nous avons de nouveau entendu l'homme crier « à l'aide ». Environ une demi-heure plus tard, les agents sont revenus,
et cette fois encore, aucun appel à l'aide ne s'est fait entendre. Silence complet. Nous avons alors décidé qu'il valait mieux rentrer dans le camp pour la nuit. Nous n'avons jamais su ce qu'il s'était réellement passé. Depuis cet événement, je ne suis retourné qu'une seule fois au camp. Cela m'a vraiment marqué. Ce n'est pas mon histoire mais celle de ma petite sœur qui est au début de la vingtaine. L'année dernière, elle était au Colorado et est partie en randonnée avec une amie. Le plan était de monter la montagne, de s'arrêter à mi-chemin pour camper, puis de terminer l'ascension le lendemain matin. Elles ont commencé leur randonnée et se sont arrêtées pour camper à mi-chemin. Elle a raconté qu'il s'était mis à pleuvoir fort cette nuit-là, ce qui signifiait qu'au sommet ce serait probablement de la neige. Le lendemain matin, elles ont repris leur randonnée, mais cela a commencé à se compliquer. Son amie ne portait que des sandales Chaco et non pas de vraies chaussures de randonnée, puisqu'elle ne s'attendait pas à trouver de la neige. Elles se sont arrêtées près d'un ruisseau et hésitaient à faire demi-tour car elles n'étaient pas bien préparées, quand elles ont entendu un faible « à l'aide ». Elles se sont figées. Elles l'ont entendu à nouveau. Elles ont alors décidé de remonter le ruisseau en direction de la voix d'une femme. Elles sont arrivées dans une clairière recouverte de neige et ont trouvé une femme allongée, vêtue simplement de vêtements de sport, un legging, une veste légère et des chaussures de sport. Ma sœur a dit que ses jambes étaient enflées, décolorées et couvertes de vilaines coupures. Elle lui a demandé depuis combien de temps elle était là et la femme a répondu « seulement quelques heures ». Ma sœur lui a dit qu'il fallait la descendre de la montagne immédiatement. Mais la femme insistait en disant qu'elle devait monter, car sa voiture était garée là-haut. Ma sœur a dû lui expliquer qu'il n'y avait aucune route accessible en voiture au sommet, ce qui montrait bien que cette femme était confuse. Elles ont fini par la descendre de la montagne et tout au long du chemin ma sœur ne cessait de dire à quel point cette femme était désorientée. Arrivées en bas, elles ont trouvé sa voiture. Ma sœur n'avait pas de réseau pour appeler les secours. Elle a alors dit à la femme qu'elle allait la conduire à l'hôpital, mais celle-ci refusait fermement et répétait qu'elle voulait simplement retourner à son bed and breakfast. Ma sœur a donc accepté de conduire en utilisant sa voiture. Une fois sur place, la femme les a remerciés et est rentrée. Ma sœur a parlé aux propriétaires et leur a dit qu'il fallait absolument appeler un médecin, car cette femme était gravement confuse et ne se comportait pas normalement. Les propriétaires ont appelé les secours qui l'ont transportée à l'hôpital. Il s'est avéré que cette femme venait de Chicago, qu'elle souffrait d'hypotension et que c'était la toute première fois qu'elle faisait une randonnée en montagne. Elle était seule. Elle s'était évanouie pendant sa marche et la neige était tombée sur elle. Elle était en hypothermie et croyait n'être restée dehors que quelques heures, alors qu'en réalité elle avait passé toute la nuit dans le froid, seule et dans l'obscurité. Je n'ose même pas imaginer la terreur qu'elle a ressentie. Ma sœur est allée la voir à l'hôpital et la femme l'a remerciée de lui avoir sauvé la vie. Elle garde encore un léger contact aujourd'hui. Cela s'est passé il y a 1 an ou 2, pour mon beau-père et moi. Nous étions dans le Colorado pour une chasse à l'élan. Après une journée entière de marche, nous avons trouvé un endroit où installer notre campement. Rien de particulier ne s'est produit pendant les premières heures. Nous avons un peu exploré les alentours sans rien trouver, c'était seulement notre 2e chasse à l'élan et nous ne savions pas encore vraiment ce qu'il fallait chercher. Le soir venu, nous avons préparé un dîner de ragoût de bœuf lyophilisé Mountain House, sur notre petit réchaud à gaz. Une fois le repas terminé, nous nous sommes assis pour souffler un peu. Mon beau-père et moi venons du Texas et, à 3300 mètres d'altitude, nos poumons n'étaient pas vraiment adaptés à l'air plus rare. Nous avons fini par sortir nos bivouacs, je ne suis pas sûr de l'orthographe, qui ressemblent à de grands sacs en matériaux réfléchissants et imperméables. Nous avons glissé nos sacs de couchage à l'intérieur et nous nous sommes installés pour dormir. Nous étions fatigués, mais un peu inquiets à cause des ours. J'avais une bombe de gaz poivré, mon beau-père avait son Glock 9 mm et son arc attaché à son sac. Notre sac de nourriture était suspendu à un arbre, hors de portée d'un ours. Bref, nous avions pris toutes les précautions nécessaires. Nous nous sommes endormis. Mais j'ai fait des rêves étranges, vraiment troublants.
J'entendais des gens parler de la pluie, espérant qu'elle ne tombe pas. Puis je les entendais discuter de la meilleure façon d'allumer un feu. Enfin, j'entendais juste le crépitement d'un feu qui brûlait. Je me suis réveillé en sursaut, persuadé qu'une grosse goutte de pluie venait de tomber sur mon visage. Je me suis touché l'endroit, il était sec. J'ai regardé autour de moi, pas de feu, pas de gens, aucune trace de quoi que ce soit. Ça m'a glacé le sang. J'ai veillé ainsi plusieurs heures, attendant que le jour se lève. Quand la lumière est enfin apparue, mon beau-père a commencé à se réveiller. J'étais encore assis là, à trembler, alors qu'il ne faisait que 8 ou 9 degrés et que j'étais emmitouflé dans une veste, un sac de couchage et plusieurs couches de vêtements. Il s'est tourné vers moi et m'a dit « Mec, il faut qu'on parte ». Je lui ai demandé pourquoi. Et il m'a répondu « J'ai fait des rêves vraiment tordus cette nuit ». Il m'a expliqué qu'au milieu de la nuit, il avait d'abord cru entendre un ours. Puis il avait cru m'entendre hurler, comme si j'étais traîné au loin. Et enfin, il avait eu l'impression qu'un ours était planté là, juste au-dessus de lui. Il n'avait pratiquement pas dormi, convaincu que son fils était en train de se faire dévorer par un ours. Je lui ai alors raconté ce que moi j'avais entendu, les voix, la pluie qui n'existait pas. Nous avons convenu ensemble qu'il valait mieux lever le camp, en se disant peut-être que c'était l'altitude qui nous jouait des tours. Mais aujourd'hui encore, je ne suis pas sûr. J'ai vraiment entendu ces voix. Et je me souviens très clairement de cette conversation autour du feu qui n'existait pas. Mon ami et moi faisions une randonnée dans les bois. Il était resté au campement et je suis parti vérifier quelque chose à environ un demi-mile de là. Soudain, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur, la forêt est devenue complètement silencieuse. Plus de vent, plus de bruissement de feuilles, plus d'oiseaux. Juste le silence le plus étrange et inquiétant que j'ai jamais connu. Après quelques minutes, les bruits normaux de la forêt sont revenus d'un coup. En pensant que j'avais peut-être eu une crise ou une surdité passagère, je suis vite retourné au camp, pour trouver mon ami qui m'attendait avec un air à la fois confus et effrayé. Je devais avoir la même expression car il m'a immédiatement demandé si j'avais entendu ce silence. Nous avons essayé de trouver une explication, mais un silence absolu en pleine forêt semble impossible. Et encore plus lorsqu'il survient de façon aussi soudaine. Pendant plusieurs semaines, chaque fois que le soleil commençait à se coucher et que je finissais ma journée, tout devenait étrangement silencieux. C'était presque comme une horloge, et ça ressortait vraiment parce que ce n'était pas normal. D'habitude, à cette heure-là, il y a plus de bruit. En même temps, chaque fois que je sortais de la cabane pour redescendre l'échelle, j'avais cette sensation troublante d'être observé. Au début, ce n'était que pendant la descente. Ensuite, j'ai commencé à ressentir la même chose une fois au sol. Mais là, ça paraissait beaucoup plus proche et bien plus menaçant. La seule comparaison que je peux faire, c'est cette certitude qu'on est traqué ou chassé. Pas très rassurant quand il faut marcher une centaine de mètres jusqu'à la voiture, sans rien pour me protéger de ceux qui pouvaient rôder dehors. Cela a continué quelques semaines. Puis j'ai commencé à entendre comme des petits cris ou des appels. Ils ressortaient d'autant plus que tout autour restait complètement silencieux. Un jour, en traversant la clairière pour retourner à ma voiture, j'ai entendu derrière moi un long grognement grave et guttural. J'ai foutu le camp aussi vite que j'ai pu. Après ça, j'ai commencé à garer la voiture directement au pied de l'échelle, parce que hors de question de traverser un terrain découvert avec des créatures potentiellement agressives qui rôdaient. Quelques jours plus tard, alors que je repartais en voiture, j'ai aperçu un mouvement sur le haut du talus, au bord de la route. J'ai regardé de nouveau au moment où ça disparaissait dans les arbres. C'était grand, long, sombre. Ça semblait rester dans le coin jusqu'à la fin de la saison des feux, parce que dès le début de la suivante, le silence et ce sentiment oppressant avaient disparu. Quand j'avais 6 ans, ma baby-sitter était une gentille dame d'âge moyen et son mari, tout aussi gentil. Mon frère jumeau et moi passions toujours nos étés chez eux et nous jouions avec leurs 2 petits-enfants,
un garçon et une fille d'un accent grave peu près de notre âge. C'était littéralement mon endroit préféré au monde. Cette dame avait la meilleure collection de films pour une enfant de 6 ans. C'est là que j'ai vu La Dernière Licorne pour la première fois, ainsi que La Petite Sirène, Basile, Détective privé, Le tout premier petit dinosaure et Le petit grille-pain courageux. Et son mari était, à mes yeux d'enfant, un cuisinier exceptionnel. Chaque jour c'était nuggets de poulet et pizza. Ils avaient de petits quads pour enfants, une piscine, une immense cabane de jeux et une aire avec toboggan et balançoire dans le jardin. Et pendant des années, ils organisaient le meilleur feu d'artifice du 4 juillet de tout le comté. À 6 ans, j'étais la gamine la plus heureuse de la planète. Ils étaient aussi parmi les plus riches du coin. Aucun des deux ne travaillait mais je ne me demandais pas d'où venait l'argent. Un jour, en plein été, les deux garçons faisaient les idiots et nous, les filles, trouvions ça méchant. En réalité, ils voulaient jouer à la guerre et nous voulions jouer au mariage, quelque chose du genre. Bref, nous étions contrariés et nous avons refusé de jouer avec eux. Nous avons plutôt décidé d'aller cueillir des fleurs au bord de la forêt. Nous pensions que c'était du gypsophile mais en réalité c'était de la ciguë vénéneuse. Des enfants, quoi. Nous marchions donc le long de cette forêt dense en plein milieu de la campagne du sud de l'Ohio. C'était en 1990, et nous ne pensions pas aux inconnus, car nous étions si loin de tout. Les adultes craignaient parfois les animaux sauvages puisque le comté voisin comptait des ours et des pumas, mais nous, à 6 ans, nous étions intrépides. Nous avons fini par marcher sur la propriété du voisin en cueillant nos fleurs quand nous avons découvert une ouverture dans les arbres. C'était un vieux sentier bien marqué qui pénétrait dans les bois. Pour une raison idiote, nous avons laissé tomber nos fleurs et décidé de suivre ce chemin pour voir où il menait. Le sentier n'avait rien de particulier. Bien tracé mais non entretenu, avec des racines d'arbres qui ressortaient. À un moment, nous sommes arrivés à un petit pont. Cela nous a surprises car on nous avait toujours dit qu'il n'y avait pas de ruisseau dans le coin, et pourtant un pont était là. Ce n'était pas un pont ancien non plus. En dessous, le lit du ruisseau était complètement sec. Bizarre. Nous avons continué, allez savoir pourquoi. Je ne sais pas combien de temps nous avons marché après le pont mais nous avons débouché dans une clairière entourée de pierres disposées en cercle. La clairière était suffisamment grande pour laisser entrer la lumière du soleil par une ouverture dans les arbres. Et au centre, il y avait un énorme puits aux parois de pierre. Il était si large qu'un escalier en colimaçon avait été construit dans la paroi pour descendre à l'intérieur. Mon amie était fascinée. Elle a trouvé un caillou et l'a jeté dans le puits. Nous n'avons jamais entendu de bruit indiquant qu'il touchait le fond. Tandis qu'elle cherchait d'autres pierres, je me suis approché des grosses pierres du cercle. Et j'ai vraiment regardé. Ce n'étaient pas des pierres ordinaires. J'étais une enfant maligne, je lisais déjà au niveau d'un élève de CE2 avant d'entrer au CP, et je voulais toujours le montrer. Je pouvais donc lire ce qui y était gravé. Il y avait des noms et des dates taillées dans ces pierres grossières. Nous étions dans un cimetière. En plein milieu de la forêt. Loin de tout adulte. Je me souviens d'avoir eu des frissons en comprenant cela. Quelques instants plus tard, mon amie est devenue silencieuse et m'a donné un petit coup pour attirer mon attention. Elle montrait du doigt l'autre côté de la clairière, derrière le puits. Heureusement, ce n'était pas par là que nous étions entrés. Elle désignait une silhouette sombre immobile au bord des arbres. Nous nous sommes redressés très lentement, figés, et avons fixé cette forme. À un moment, mon ami m'a pris la main pour me tirer en arrière, mais j'étais paralysé par la peur. La silhouette n'a pas bougé tant que le soleil éclairait la clairière. Puis, quand les nuages ont recouvert le soleil et que l'endroit s'est assombri, la silhouette s'est animée. C'était une forme humaine, de taille adulte, vêtue d'une longue robe sombre à capuche. Nous étions des enfants mais pas complètement stupides. Nous avons pris nos jambes à notre cou. Mon ami courait plus vite que moi, car j'étais rondelette à force de livres et de pizza. Elle est arrivée la première au pont. Moi juste derrière. Quand nous l'avons traversé, je me suis retourné et cette silhouette était debout au bord du pont. Juste immobile. J'ai crié, j'ai mouillé ma culotte et j'ai continué à courir.
Je me suis pris une racine et j'ai déchiré mon pantalon en ouvrant mon genou. Mais j'ai continué sans m'arrêter. Nous avons jailli hors de la forêt en hurlant, en pleurs, et avons foncé vers la maison des grands-parents. Le grand-père était au jardin, il est accouru en nous voyant. Nous étions inconsolables. Ils ont essayé de nous calmer pendant des heures, en nous donnant un bain, des vêtements propres, mais plus ils affirmaient qu'il n'y avait personne dans les bois, plus nous paniquions. Il nous a fallu des mois avant d'accepter de retourner sur la terrasse. Les adultes pensaient que nous avions inventé cette histoire avec notre imagination débordante. Les autres enfants, eux, se moquaient de nous. L'été suivant, lors de la fête du 4 juillet, nous avons été forcés d'aller dans le jardin avec les autres enfants. L'histoire s'était répandue et un adolescent a passé la journée à nous harceler. Il nous a obligés à lui montrer où se trouvait le sentier. Avec horreur, j'ai dû y retourner. Mais quand nous sommes arrivés à l'endroit exact, il n'y avait rien. Plus de sentier, juste une épaisse végétation de ciguë. Le garçon a essayé d'avancer dedans et en est ressorti couvert de piqûres d'insectes de la tête aux pieds. Il a été sévèrement grondé, et nous, soulagés, n'avons jamais eu à y retourner. Mais dès lors, tout le monde nous a traités de menteuses. Avançons de 16 ans. J'avais 22 ans quand ma mère m'a appris que le grand-père était décédé. J'ai présenté mes condoléances, puis j'ai demandé ce qui s'était passé. Ma mère a d'abord hésité puis m'a dit qu'il s'était pendu dans son garage. C'était un choc. Puis elle m'a confié le pire. Sa petite fille, mon amie, était celle qui avait découvert le corps. Tout autour de lui se trouvaient des cahiers remplis de notes délirantes accumulées depuis les années 70. Il y décrivait ses relations avec des démons et des esprits. Il avait laissé des lettres à ses proches. Celle pour sa petite fille était une excuse de ne pas avoir su la protéger du démon du puits. Celle pour sa femme, une excuse pour la quitter car c'était, selon lui, le seul moyen de la protéger, elle et le reste de sa famille. L'explication de leur richesse semblait être des pactes passés avec ces démons. Après des décennies, ils seraient venus réclamer leur dû, et ce qu'ils voulaient, c'était qu'il tue sa famille. Il s'est donné la mort à la place. C'était la chose la plus insensée que j'ai jamais entendue, mais en même temps tout collait. Tout le monde a conclu qu'il souffrait de graves troubles mentaux. Ses carnets ont été jetés, il a été enterré et on a tourné la page. Pas d'enquête, rien. Je peux essayer de rationaliser ce que nous avons vu dans les bois comme une hallucination due à la ciguë. Mais cela n'explique pas pourquoi nous avons eu toutes les deux exactement la même vision. Je sais ce que j'ai vu. Peut-être que 30 ans plus tard ma mémoire des détails est floue, mais je me souviens de la peur. J'ai toujours la cicatrice au genou. Je n'ai pas peur de la forêt ni de l'obscurité, mais j'ai un respect profond pour les morts et je ne joue jamais avec les choses démoniaques. Nous vivons dans une ferme le long d'un petit ruisseau à flux. Dans notre région, les principales cultures sont le maïs et le soja, donc la plupart des terres sont défrichées sauf le long des rivières et des ruisseaux. Cela concentre la faune dans ces zones. Depuis 20 ans, des renards ont installé leur terrier sous notre grange. Certaines générations sont plus apprivoisées et curieuses que d'autres. Il y a 2 étés, ils étaient si bruyants, poussant tous les cris et sons étranges imaginables, que nous ne pouvions pas dormir les fenêtres ouvertes. Nous avons aussi un grand nombre de chouettes rayées, j'ai même pu voir une nichée apprendre à voler sous la surveillance des 2 parents, et ces oiseaux ont un vocabulaire impressionnant. Quand nos jeunes petits-enfants viennent nous rendre visite en été, nous installons généralement une tente dans le jardin et mon mari et moi, campons, avec eux. Les sons qu'on peut entendre une nuit comme ça sont vraiment incroyables. Une année, des renards passaient devant la tente toutes les 20 minutes en poussant leurs cris étranglés si particuliers. Une fois revenus au terrier, on entendait grognements, coups de dents, aboiements, jappements et toute une cacophonie alors que les petits jouaient et se chamaillaient. Les chouettes rayées lancent souvent en journée leurs fameux appels. Mais à certaines périodes de l'année, des groupes entiers s'y mettent au crépuscule avec ce que j'appelle des appels de singes. La première fois qu'on les entend, c'est franchement glaçant. Je ne peux pas bien le décrire, mais imaginez une troupe de singes avec leur babillage typique et vous y êtes.
Les petites chouettes des terriers, surtout quand elles se posent près de la maison, et j'en ai eu une fois sur ma cheminée, atteignent encore un autre niveau. On dirait littéralement le diable en train de hurler. Cela dit, il y a 25 ans, dans le sud du Missouri, j'ai entendu un cri qui m'a vraiment terrifié et déconcerté. Il venait forcément d'une poitrine immense. Mon mari l'a entendu aussi et, à ce jour, il n'a toujours aucune idée de ce que c'était. Nous campions au parc d'État de Meramec. Le cri était profond, long, et il faisait naître une peur viscérale. Il provenait d'au-dessus du camping, près de la rivière. Nous nous sommes tous les deux redressés d'un coup dans nos sacs de couchage, nous nous sommes regardés et avons dit « Mais qu'est-ce que c'était ?» J'ai grandi dans ces collines et je n'ai jamais entendu ce son auparavant ni depuis. J'étais une fois parti faire du canoë dans les Boundary Waters, entre le Minnesota et le Canada. Ce ne sont pas de petits étangs de jardin. Les Boundary Waters, ce sont des milliers de lacs immenses, tous interconnectés, un peu comme des mini-grands lacs. Nous faisions du canoë et du camping le long de ces lacs depuis environ une semaine. Nous n'avions pas vraiment d'itinéraire, juste le projet de pagayer, camper, pêcher et vivre de la nature pendant 2 semaines. Nous avions un GPS et un téléphone satellite pour appeler un hélicoptère quand nous aurions fini. Bref, au bout d'une semaine, nous devions traverser un autre lac, ce qui nous prendrait quelques heures de canoë. Au bout d'une heure, nous étions au milieu d'un lac extrêmement long et étroit. Malheureusement, une tempête a commencé à arriver et les vagues sont montées à plus de 60 cm, ce qui était trop pour nos petits canoës fragiles. Nous avons accosté à la hâte sur une clairière au bord du lac et installé le camp rapidement pour éviter de nous faire lessiver par l'orage. Nous avons passé la nuit sur place. Le lendemain matin, le temps s'était éclairci. Nous avons commencé à marcher le long de la côte du lac, à environ 60 mètres de notre campement, à la recherche d'un bon coin pour pêcher. Ce que nous avons trouvé, c'était un autre campement. Mais il était complètement dévasté. Des déchets partout, une tente effondrée et déchirée, des vêtements au sol. Au début, nous étions juste dégoûtés, en pensant « Quels idiots ont fait ça ?» ou qui a laissé traîner ses affaires pour que les ours s'en occupent. Mais plus nous regardions, plus c'était étrange. Premièrement, leurs déchets étaient encore accrochés en haut d'un arbre, à une dizaine de mètres du sol pour les protéger des ours. Pourtant, le sac était déchiré. Deuxièmement, littéralement tout, sauf les canoës, était encore sur place, vêtements, sacs, nourriture, cordes, casseroles, un vrai équipement de randonnée complet. De quoi équiper 2 ou 3 personnes. La moitié avait été déchiquetée et détruite, surtout les sacs, la tente et les vêtements. L'autre moitié était intacte mais éparpillée par terre, comme si quelqu'un avait fui en panique, en sous-vêtements, laissant derrière lui pour des centaines de dollars de matériel. Nous avons attendu quelques heures puis fini par signaler l'incident à notre équipe d'hélicoptères, mais ils n'étaient au courant de personne d'autre dans la zone et n'avaient reçu aucun appel de détresse. Finalement, nous avons tout laissé là et déplacé notre campement. Tout le monde était assez bouleversé, et 2 jours plus tard nous avons écourté le voyage, car personne n'avait plus vraiment envie de rester. C'était la chose la plus étrange que j'ai jamais vue. Mon premier réflexe a été de penser à une attaque d'ours, mais il restait de la nourriture intacte et, d'après mon expérience, une attaque d'ours laisse un chaos très différent. Les ours éventrent les sacs, mangent la nourriture et s'en vont généralement assez facilement quand on les effraie. Là, c'était autre chose. Ce qui m'obsède encore, c'est pourquoi tous leurs vêtements et sacs étaient restés sur place, certains complètement détruits, d'autres intacts. Je n'ai toujours pas d'explication. J'ai fait beaucoup d'autres randonnées, camping, descente en rafting ou à vélo, partout dans le pays, et je n'ai jamais revécu une expérience aussi étrange. C'était l'anniversaire de mon cousin, et pour marquer le coup, nous avions décidé de partir camper tous les 6, au bord d'un lac, dans une forêt un peu reculée. Nous avions embarqué des tentes, des chaises pliantes, de la bonne bouffe, des caisses de bière, et surtout, des champignons hallucinogènes que mon cousin voulait essayer pour fêter ses 20 ans. La soirée avait pourtant commencé de la plus belle des manières. Le feu crépitait,
la bière coulait à flot, et nous rions comme jamais. Le ciel était constellé d'étoiles, et j'avais cette sensation rare d'être exactement à ma place, entouré de ceux que j'aimais. Un moment parfait. Puis mon cousin a sorti le sachet de champignons. On hésitait, on se lançait des regards, puis, dans l'euphorie générale, j'ai fini par en prendre aussi. Au début, c'était magique. 10 minutes plus tard, je voyais des formes se dessiner et bouger dans l'eau du lac. Les flammes du feu semblaient danser avec une aura lumineuse, et chaque objet autour de moi vibrait d'une énergie surnaturelle. Mais la beauté s'est vite transformée en horreur. L'un après l'autre, mes cousins disparaissaient. Certains prétextaient aller aux toilettes, d'autres se couchaient, mais aucun ne revenait. Bientôt, je me suis retrouvé seul devant le feu, avec cette impression glaciale que quelque chose n'allait pas. J'ai commencé à les appeler, mais seul le silence de la forêt me répondait. Quand je me suis levé pour chercher les tentes, j'ai découvert avec effroi qu'elles n'étaient plus là. À la place, il n'y avait que des arbres, des ombres immobiles, et ce sentiment oppressant que j'étais observé. Pris de panique, j'ai sorti mon téléphone pour appeler mes parents, mais une main invisible me l'a arraché. Je me suis retourné, persuadé que mes cousins me faisaient une blague. Ils étaient bien là. Mais ce n'était plus vraiment eux. Leur peau en décomposition laissait apparaître des veines sombres, et des lianes jaillissaient de leur corps comme si la forêt les avait avalés. Ils ressemblaient à des marionnettes végétales, des pantins grotesques animés par une volonté étrangère. Je me suis effondré en larmes, puis j'ai couru, sans réfléchir, trébuchant dans les racines. Mais où que j'aille, ils me suivaient, leur démarche désarticulée résonnant dans mon crâne comme un cauchemar éveillé. Épuisé, j'ai fini par m'écrouler. Et c'est à ce moment que j'ai senti les racines m'enlacer, me tirer vers le sol. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais dans un lit d'hôpital, mes parents à mon chevet. 3 de mes cousins avaient eux aussi subi des hallucinations monstrueuses. Apparemment, les champignons que mon cousin avait achetés avaient été trafiqués avec une autre substance beaucoup plus puissante. Je n'ai jamais ressenti une telle peur. Ce qui devait être une nuit inoubliable entre cousins est devenu un cauchemar que je ne souhaite à personne. Plus jamais je ne toucherai à ces trucs. Une seule chose est restée gravée en moi, cette sensation glaciale d'avoir vraiment été avalé par la forêt. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.